Donc, bonjour à tous. On va laisser juste une petite minute de courtoisie pour celles et ceux qui sont en train de terminer leur webinar ou leur call précédent. On a une dizaine de personnes là qui sont déjà connectées. On en attend du coup à peu près une cinquantaine. Donc je démarrerai du coup dans une minute. Voilà, donc on va démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire. Bonjour à David qui nous fait un petit coucou par le chat. Donc bienvenue dans ce webinaire qui a pour sujet l'IA au service de l'ESG et en particulier des sujets de performance et de transparence, sujet passionnant. J'aurai du coup la chance d'avoir deux panélistes à mes côtés qui présenteront respectivement un retour d'expérience et un état de l'art sur la recherche en la matière. Avant de les présenter, je voulais commencer vraiment par remercier chaleureusement Impact AI, qui est donc le collectif français de l'IA et qui rassemble l'écosystème autour de très belles valeurs de responsabilité et de durabilité, et également Garance, et en l'occurrence Florent, d'avoir accepté de se prêter au jeu, et puis Alexis bien sûr. Actionnable en deux mots, juste pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis maintenant 4 ans. Notre métier, c'est de faire du service et des solutions d'intelligence artificielle responsables et durables. On a une quarantaine de personnes réparties entre Paris et Montréal. Voilà, et on travaille en particulier dans le secteur des services financiers, mais également dans le secteur industriel et celui du luxe. Et sans plus attendre, du coup, je vais présenter un petit peu les personnes qui vont participer à ce webinaire, en commençant par moi. Donc moi, je suis Gwendal, je suis l'un des cofondateurs et le directeur général d'Actionnable. Je serai du coup accompagné de Florent Combe, qui est le directeur des risques de la RSE et de l'ESG chez Garance. Il aura l'occasion d'en dire un petit peu plus juste après. Et également d'Alexis Hanard, qui est du coup le directeur scientifique d'Actionnable et qui est également associé. Donc j'ai la chance de participer au comité de direction avec Alexis. Donc du coup, sans plus attendre, Florent, je te passe la parole pour nous dire deux mots sur Garance et ce que tu y fais. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis donc Florent Combe, je suis directeur des risques et de la RSE. Garance, c'est une mutuelle qui est très présente auprès des indépendants, essentiellement sur des offres liées à l'épargne long terme et tout particulièrement la retraite. Donc voilà, il y a cette spécificité d'avoir des engagements très longs. Et du coup, Garance est engagé dans une démarche responsable, aussi bien au niveau de l'entreprise, avec cette idée de bien se comporter vis-à-vis de toutes les parties prenantes, mais également sur les placements avec une approche ISR qui se développe assez fortement dans nos placements. Donc voilà, donc là, le côté risque, c'est vraiment l'ensemble des risques et le côté ESG est également intégré dans cette partie-là, puisque ça fait partie du pilotage des risques à long terme. Est-ce que tu peux peut-être partager quelques chiffres clés de Garance, en tout cas ceux qui sont publics peut-être? Donc Garance est une mutuelle qui a à peu près autour de 250 000 clients, hein, donc c'est à peu près 5 milliards d'encours, ce qui fait un acteur de taille moyenne. Mais Garance est reconnu pour la qualité de ses produits, en particulier le fait d'avoir des revalorisations parmi les meilleurs du marché. Donc voilà, donc on a un taux de rendement sur notre produit phare de l'ordre de 3%,
et ce qui en fait voilà, un avantage concurrentiel assez fort. Et du coup, voilà, ça s'inscrit dans un pilotage des risques voilà, assez ambitieux. Et ce qui fait que voilà, on a un ratio de solvabilité également. Bon, ça, bon, c'est plus technique, mais ça fait de 229%, mais ce qui est plutôt bien, voilà, et ce qui donne une robustesse à la mutuelle. Ok. Bah, merci pour cette présentation, Florent, et encore une fois, merci de te prêter à l'exercice. Du coup, Alexis, c'est à ton tour de te présenter. Alors, tu as un slide qui est plus dense. Je te laisse la parole, Alexis, pour te présenter et aussi ce que tu fais chez Actionnable. Oui, d'accord. Donc, Alexis Hanard, je suis donc le directeur scientifique de Actionnable. Et donc, à ce titre, je m'occupe de la R&D. La R&D Actionnable, en fait, l'idée, c'est effectivement, donc, devant le constat que l'IA, de façon générale, est une discipline qui évolue très vite et dans laquelle il y a encore de nombreuses innovations en cours et à attendre dans ce qui va se passer dans le futur. Et puis, ça va être intéressant parce qu'on va un petit peu parler un petit peu de ça dans la suite de la discussion. Devant ce constat-là et le constat aussi que nos clients ont des attentes de plus en plus élevées aussi sur le fait d'être proche de l'état de l'art en intelligence artificielle dans les solutions qu'on développe pour eux. Donc Actionnable a pris cette option de créer un lab en interne, donc une R&D dont je m'occupe. Et puis donc les missions de cette R&D, c'est en premier lieu effectivement d'être très bien intégré dans l'écosystème, notamment académique, de façon à pouvoir toujours mobiliser l'état de l'art dans ce qui est développé pour les solutions qu'on fait pour nos clients. Donc ça, c'est dans une démarche vraiment un petit peu support à nos activités de conseil. Et puis en parallèle, on a aussi une activité de R&D interne qui vise plus cette fois-ci à vraiment développer des solutions un peu génériques sur certains problèmes. Et puis c'est le cas d'un projet qu'on a lancé il y a quelques mois et dont on va avoir l'occasion de reparler plus en détail aussi, qui vise justement à développer des solutions de ce type-là, donc à base d'intelligence artificielle, pour répondre à des enjeux ESG. Donc voilà ce que je peux dire comme présentation un peu générale, et puis on va revenir sur des illustrations un peu plus concrètes de sujets sur lesquels on travaille. Merci Alexis. Et petite particularité d'Alexis, il est basé à Montréal, d'où certains acteurs de l'écosystème que vous voyez, enfin dont vous voyez les logos, comme l'Université de Montréal, McGill ou encore Livado et Finamel, qui sont parmi nos partenaires académiques et aussi très mobilisés sur les sujets de recherche. Ouais. Alors, ce que j'ai prévu et ce qu'on va vous partager, c'est à l'occasion de ce webinaire, c'est d'abord une rapide introduction, voilà, pour dire de quoi on parle. C'est quoi l'ESG, pourquoi l'IA est un enjeu et où se situe l'enjeu. Donc ça, c'est moi qui vais le partager avec vous. Je donnerai ensuite la parole à Florent pour qu'il puisse vous partager le retour d'expérience de Garance, comment concrètement Garance utilise la data et l'IA au service de ses scoring ESG, avec un focus notamment sur deux aspects qui sont assez présents dans cette discipline. C'est comment je traite des données manquantes, c'est quand même très courant dans ce domaine-là, et un zoom aussi sur l'évaluation des risques pays. Donc Florent aura l'occasion d'en parler par la suite. Alexis ensuite dressera un peu l'état de l'art de la recherche en la matière. Quelles sont un peu les sous-disciplines. On voit que c'est à la croisée des chemins aussi entre l'IA, mais aussi d'autres sciences comme les sciences climatiques, les sciences de l'environnement. Et donc, il dressera un panorama assez large. Et enfin, on passera à la partie plutôt de panel interactif avec la capacité de poser des questions. Et enfin, moi, je vous dirai 2-3 mots sur les prochaines étapes avec un petit coup de projecteur sur AI for Tomorrow, qui est une superbe initiative lancée par des étudiants. D'un point de vue pratico-pratique, vous êtes toutes et tous en mute, donc c'est pas grave s'il y a du bruit au fond, s'il y a vos enfants, etc. C'est pas mon cas juste pendant 1 heure là, donc j'en profite.
Si vous voulez poser des questions, il y a un onglet questions que vous avez dû voir normalement sur votre droite. Alors si le panneau dans lequel vous devez avoir marqué chat, questions, sondages, participants ne s'affiche pas, vous pouvez appuyer sur une petite flèche. C'est peut-être que ce panneau s'est rétracté. Donc je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions, également dans l'onglet chat si vous voulez. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous disent bonjour. Donc on voit qu'on a une audience très internationale, hein, de Suisse, de Montréal. Bonjour tout le monde. Et donc on prendra les questions à la fin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Souvent le plus dur étant la première. Donc sans plus attendre, je vais démarrer du coup sur la partie introduction pour introduire un petit peu le sujet et par la suite avoir cette chance de faire deux deep dive avec respectivement Garance et Alexis du coup sur la recherche. Alors l'ESG, déjà de quoi on parle? Donc l'ESG, l'acronyme en tant que tel, c'est environnement, social et gouvernance. En fait, c'est un système de notation extra-financier pour un certain nombre d'actifs, que ce soit des actions, des obligations, etc. Donc sans rentrer trop dans la technique à ce stade, pourquoi c'est important maintenant l'extra-financier? En fait, on observe qu'il y a un certain nombre de forces externes sur le marché, on va dire global de la finance, qui favorisent une accélération forte des critères ESG et de l'évaluation des actifs financiers sur des critères ESG. C'est la régulation qui petit à petit pousse à avoir davantage de transparence. Ça a été le cas en France notamment, avec l'obligation pour les grandes entreprises dans un premier temps de ce qu'on appelle discloser leur rapport extra-financier. C'est le cas aussi plus globalement de la société civile, hein, que ce soit les clients, les clientes, les consommateurs, qui vont de plus en plus demander à comprendre l'impact sur la planète, sur les populations de leurs produits préférés, de leurs marques préférées, comment c'est conçu, quel est l'impact sur l'environnement, quels sont les ingrédients que vous utilisez, qui vous faites travailler, etc. C'est aussi un phénomène qui prend de l'ampleur avec l'augmentation des événements extrêmes, et ça Alexis aura aussi l'occasion d'en parler plus avant. Dans un monde qui subit globalement les aléas du changement climatique, les événements extrêmes, on en vit un actuellement sur le critère, on va dire, du S, qui est la pandémie liée au Covid-19, c'est des sujets extra-financiers et des sujets de risque qu'il faut analyser. Et donc, on voit que ces forces externes, elles exercent du coup des forces aussi, concrètement sur la façon dont fonctionne la gestion d'actifs, qu'elle soit située chez les banques, chez les assureurs, etc., à la fois sur des critères d'évaluation de risque et de filtres un peu négatifs, en disant je veux décarboner un portefeuille, je veux enlever ce type de risque parce que j'ai envie d'avoir tel ou tel profil. Ça peut être aussi dans une approche un peu plus positive et de se dire je veux mesurer l'impact sur de la création d'emplois, sur est-ce que ça enlève du carbone de la planète, etc. Et donc on voit que ces forces externes, elles exercent des pressions en fait assez fortes aujourd'hui sur le monde de la finance. Et on verra par la suite que au-delà de juste exercer une pression, c'est devenu un vrai sujet de performance. Alors le sujet de l'ESG, c'est encore une discipline qui est assez immature et qui va être amenée à se consolider ou dont la consolidation va être amenée à s'accélérer. On a listé sur cette planche un certain nombre de parties prenantes et d'acteurs. Vous avez bien sûr les superviseurs et les régulateurs. Alors malheureusement, ils sont encore assez fragmentés. En Europe, on a la chance d'avoir quelque chose de plutôt harmonisé entre le niveau domestique et le niveau européen, avec une accélération notamment à partir de l'année prochaine de ces enjeux-là. Les US, notamment sous l'influence de Trump, ont plutôt fait un step back sur ces sujets-là. Donc les gens qui travaillent dans le milieu de l'ESG ont beaucoup d'espoir sur un changement à partir de novembre qui pourrait aussi avoir des répercussions assez importantes au niveau mondial, parce que c'est une industrie de la finance qui s'est toujours transformée
beaucoup plus rapidement sous la pression réglementaire, et puis elle sait le faire aussi. Vous avez les agences de notation extra-financières, MSCI, Standard & Poor's, etc., avec déjà des consolidations qu'on observe, hein, des Vigeo Eiris qui se font racheter par des Moody's, etc. Et vous avez ensuite un certain nombre d'autres acteurs, hein, comme des référentiels, et qui sont aujourd'hui très fragmentés, avec des choses à la fois très high level, très macro, comme les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, puis des choses beaucoup plus spécifiques à la finance, comme les PRI, etc. Et enfin, vous avez l'émergence de labels qui viennent tamponner des investissements. Donc on voit que c'est un domaine dans lequel les acteurs, les parties prenantes, les sources de données, les sources de référentiels sont en fait très hétérogènes, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'ESG est une discipline complexe, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des opportunités et que la data et l'IA sont quand même au centre de ce sujet. Donc concrètement, ce qu'on observe, hein, c'est que les différents acteurs se saisissent de la question, même les plus conservateurs historiquement sur ces sujets-là, hein, comme BlackRock par exemple, qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros aujourd'hui gestionnaire d'actifs, s'est saisi de la question, a placé sous critères ESG l'ensemble de son portefeuille, et avec d'autres acteurs plus historiques qui avaient pris des devants plus avant. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans le cadre du coronavirus, il y a un certain nombre d'annonces, un certain nombre d'espoirs. Beaucoup parlent du monde d'après. Et on parle beaucoup, hein, je pense que ça a échappé à personne, on parle beaucoup de relance verte. Donc c'est quoi concrètement? C'est je vais te faire un prêt garanti par l'État, je vais t'octroyer une subvention, etc. J'exige des contreparties. Donc ça a été beaucoup aussi décrié, je pense que vous l'avez vu, sur l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile, qui sont des industries assez polluantes. Donc les plus optimistes, ils voient là un signe, une opportunité d'accélérer. Je pense que les plus sceptiques, c'est aussi des choses que j'ai entendues, ils voient beaucoup d'effets d'annonce et pensent que ça changera pas grand-chose. En tout cas, ça a le mérite de mettre ce sujet-là sur la table et de mettre un coup de projecteur sur la finance responsable et les critères ESG. Et concrètement, au-delà de ces pressions politiques, ce qu'on se rend compte, hein, et ça c'est un exemple parmi d'autres, c'est que les études démontrent, et du coup il y a aujourd'hui consensus dans l'industrie financière, que les actifs qui non seulement performent mieux sur des critères ESG, mais qui surtout prennent en compte vraiment dans leur modèle d'affaires ces critères-là, donc à la fois génèrent du profit, mais aussi vont créer de l'emploi, avoir un impact limité ou voire même un impact positif sur l'environnement, performent mieux et présentent aussi des profils de risque, notamment en termes de résilience, qui sont beaucoup plus importants. Et donc du coup, au-delà d'un sujet peut-être un peu idéologique, qui est la façon dont ça a pu être perçu sur le début de la discipline ESG, aujourd'hui on se rend compte que c'est un sujet qui va progressivement ou qui est en train de devenir mainstream, et c'est aussi pour ça que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur s'en saisissent. Et donc du coup l'IA dans tout ça, c'est une opportunité à saisir pour accélérer cette maturité et accélérer la transparence. Les quelques enjeux, alors ce slide n'a pas forcément vocation à être exhaustif, c'est comment je traite la complétude de l'information sur des storings d'actifs qui sont inconnus ou des données qui sont manquantes. Comment, avec des algorithmes ou des librairies qui permettent de rendre des choses plus explicables, j'arrive à mieux justifier de tel ou tel score, parce que c'est au-delà d'un nice to have, on voit que l'explicabilité, la transparence est un prérequis. Avant de faire un score, il faut pouvoir expliquer d'où il vient, concrètement, vous basez sur quel rapport, quel référentiel, etc. Donc là, il y a des sous-disciplines dans l'IA qui permettent de le faire. Mesurer les écarts, automatiser des scores pour soulager aussi les middle et les back-office. Voilà. Donc c'est quelques exemples, il y en a d'autres. Et on voit que il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui se positionnent. Là, on a voulu dresser un rapide panorama des acteurs de l'IA et
et de la data sur ces sujets ESG, on voit qu'il y a des recoupements, des disciplines, des sous-disciplines. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même, c'est l'analyse qu'on en fait, beaucoup d'acteurs qui vont agréger de la donnée et fournir un premier niveau de digest. On n'a pas encore vu, et Alexis en parlera un petit peu plus par la suite, d'utilisation un peu intensive des dernières méthodes et vraiment de l'état de l'art, en particulier autour du NLP. Certains acteurs commencent à le faire, mais on sent que c'est plutôt léger. Donc voilà, on sent que il y a encore un champ des possibles qui est à explorer, avec d'un côté l'explosion des données, globalement un secteur qui a les yeux rivés sur cet enjeu-là, ou en tout cas qui fait partie des enjeux prioritaires, et des disciplines IA qui aussi, même si les bases mathématiques sont peut-être anciennes, chaque jour vient son lot de nouvelles publications scientifiques et de nouvelles personnes. Donc voilà un peu rapidement pour l'introduction du contexte. Du coup, sans plus attendre, je vais passer la parole à Florent pour qu'il puisse nous partager son retour d'expérience de Garance et comment concrètement Garance utilise aujourd'hui la data au service du scoring ESG. Alors, chez Garance, l'IA, c'est un sujet qui est en train de se structurer et qui est un peu plus en avance côté risque, probablement parce que les données sont un peu plus faciles d'accès en général sur ailleurs dans les autres métiers. Du coup, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur ce type de sujet. Sachant que peut-être en premier, je voudrais dire un peu la feuille de route que j'ai, qui vient du conseil d'administration, qui m'a missionné sur deux choses, qui me demande d'un côté d'analyser la trajectoire carbone de nos placements pour essayer de contribuer à limiter le réchauffement climatique. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait de tenir compte des facteurs ESG dans les limites que l'on établit pour nos placements. Donc, ça a des implications. Le premier, c'est que pour la trajectoire carbone, il y a des outils à mettre en place pour consolider les chiffres à l'échelle du portefeuille. Et sur cet aspect-là, la première chose que l'on voit, c'est qu'il manque pas mal de données. Donc, tous les émetteurs ne contribuent pas, ou ils ne contribuent pas sur la même chose. Et quand on descend en taille d'émetteur, il y a encore moins de monde qui contribue. Donc, il y a deux possibilités à ce stade-là. C'est soit on se dit, tant pis, on fait avec ce qu'il y a disponible en commun. Donc, on va chercher le plus petit dénominateur commun qu'on peut utiliser. Ou bien, on se dit, en fait, c'est quand même dommage de faire ça. Il faut remplir les trous et imputer, comme on dit, les données manquantes. Donc, des techniques d'imputation, il y en a pas mal. C'est tout un pan statistique. Il y a des très beaux packages là-dessus qui, à la fois, permettent de regarder les patterns de données manquantes et à la fois de les compléter. Donc, nous, comme tout le monde, on a commencé à faire des choses un peu basiques, à utiliser des médianes industrielles ou sous-industrielles pour compléter nos données manquantes. Puis, on travaille maintenant sur des aspects plus multivariés, où on se dit qu'on peut déduire de manière conditionnelle à l'ensemble d'autres variables qui, elles, sont disponibles, la meilleure approximation possible de ces données manquantes. Donc, voilà, donc c'est un thème effectivement qui est assez présent. Et c'est un thème, alors je le lis de manière hyper simple. Aujourd'hui, on se dit, tiens, est-ce que ce que font les entreprises en matière de télétravail, ça pourrait nous intéresser? Il y en a certaines qui vont commencer à donner des éléments et par rapport à d'autres indicateurs, on doit pouvoir en déduire un certain nombre de choses. On imagine bien que sur les services, c'est plus facile que sur l'industrie, etc. Donc, c'est vraiment une zone d'intérêt et une nécessité pour établir ne serait-ce que des indicateurs d'exposition et pouvoir surveiller cette fameuse trajectoire carbone et la piloter
et demander aux gérants qui vont s'occuper des placements de contribuer à influencer les émetteurs pour qu'ils fassent des efforts en la matière. Donc le deuxième pan, c'est sur le fait de prendre en compte l'ESG dans les limites. Et ça veut dire est-ce que les risques ont un impact matériel? C'est-à-dire, est-ce que les facteurs ESG ont un impact tangible sur mes valorisations? Donc voilà, est-ce que je peux en déduire quelque chose sur les risques? Alors, vous voyez, c'est différent de la mission, hein. Là, on essaye d'établir des faits. Et ce qu'on voyait tout à l'heure sur le graphique, sur la comparaison de performance des indices avec ou sans prise en compte de l'ESG, la littérature, elle n'est pas hyper conclusive là-dessus, mais elle est un peu plus sur les risques. C'est-à-dire, elle dit, voilà, si on a un acteur qui est vraiment pas bon dans un des trois domaines, ES ou G, en général, ça va être un catalyseur à un moment donné des risques et on va constater quelque chose au bout d'un certain temps. Et donc ça permet deux approches. D'une part, il y a un côté un peu explicatif où on va dire voilà quels sont les facteurs ESG qui influencent les valorisations et associer ça à des limites. Ou bien il y a un côté plus prédictif où on va se dire finalement est-ce que je ne peux pas intégrer ça pour anticiper ce qui va se passer à un certain horizon. Donc là-dessus, je prends un exemple. Par exemple, on a utilisé des SVM et des random forest multiclasses pour se dire, voilà, dans les ratings crédits, comment je peux prédire mes ratings crédits à horizon 1 an. Et du coup, ça permet d'anticiper, sans changer les limites, ça permet d'anticiper une dégradation de l'émetteur. Et l'autre façon de procéder, c'est de se dire, là, je vais changer mes limites, c'est-à-dire je vais prendre en compte la dimension ESG dans les limites. Alors, on n'est pas très avancé là-dessus sur les émetteurs privés. Par contre, on a fait un véritable effort sur les émetteurs souverains, c'est-à-dire les États, pour prendre compte donc ces facteurs sur nos limites. Et alors, l'idée sous-jacente, parce que quand on utilise des data ou qu'on se lance dans des projets data, il faut toujours revenir aux questions initiales qu'on se pose. Donc, les questions initiales, pour nous, elles étaient assez simples. C'est en Europe et en France en particulier, donc on a un environnement de taux bas. Donc, nous, on est un assureur à long terme. Donc, on a besoin d'investir sur les marchés. Investir à taux bas pose un tas de problèmes par rapport à la rentabilité des placements, par rapport aux garanties qu'on peut donner. Donc, quand on fait ça, on se pose la question de où est-ce qu'il y a un peu plus de primes de risque. Donc, on va se poser des questions sur les pays émergents. Et sur ces pays-là, on va rencontrer des problèmes d'autre nature, hein, à commencer par les problèmes de gouvernance. Voilà. Donc, on va se poser des questions liées à ça. On va se poser des questions sur des aspects de société. On va se poser des questions sur des aspects d'environnement. Et on a essayé d'intégrer ça pour avoir une approche 360 degrés avec comme logique le fait de dire, en fait, on n'a pas envie de faire un compromis sur tout. Et la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête en termes de compromis? C'est-à-dire que si on a un pays qui a des finances publiques très saines, jusqu'où on est prêt à dégrader ce qu'on tolère en termes de gouvernance ou sur les autres sujets. Je vous prends un exemple super simple qui va être très parlant. Par exemple, est-ce qu'on est prêt à investir dans des pays qui ne sont pas des démocraties? À l'inverse, si on a des pays qui ont une très bonne gouvernance ou des bons indicateurs ESG, jusqu'où on est prêt à dégrader les métriques plus traditionnelles macroéconomiques, c'est-à-dire les aspects d'endettement public ou externe, ou l'état du système financier, etc. Donc, on a utilisé plusieurs méthodes. D'abord, on avait un besoin de dialogue avec nos administrateurs, hein, parce que quand on propose des limites, ça passe par tout un tas de trucs de gouvernance interne, des politiques, il faut faire adopter tout ça. Et ce qu'on a utilisé, on a utilisé des cartes auto-organisatrices, hein, c'est des cartes de Cohen, donc ça vous parle, mais c'est des choses très visuelles qui ont l'avantage de ranger l'importance des variables, et on voit très bien se dessiner les axes, et ça permet finalement de faciliter énormément l'explication vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément des techniciens.
On a également complété cela par des analyses, alors avec différentes méthodes, hein, donc des aspects de régression PLS, pareil, des arbres, un tas de choses qui s'adaptent assez bien au rating, sachant que si on utilise les ratings, on a un sujet qui est connu aussi, qui est que ce sont des variables ordinales, c'est-à-dire qu'il y a une logique ordonnée dans ces variables-là. Hein. Les ratings sont progressifs, donc dans les outils qu'on va utiliser, il faut qu'on retrouve ça. Donc il y a des méthodes pour faire ça, voilà, des régressions logistiques multinomiales, ou bien il y a des façons de contraindre les paramètres pour les arbres ou les SVM qu'on va utiliser, pour tenir compte de ça et avoir bien une cohérence de cet ensemble là-dessus. Et à l'arrivée, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit des choses un peu différentes selon qu'on s'intéresse aux CDS. Hein. Les CDS, vous savez, c'est ces produits dérivés qui sont une assurance contre le risque de faillite d'un État, ou bien qu'on utilise le rating. En fait, dans les CDS, finalement, les facteurs ESG sont un peu plus apparents. Et alors, la gouvernance l'est partout, hein, ça c'est évident. Nous, dans les choses qu'on a mis en évidence, on a d'un côté, finalement, ces variables macroéconomiques hein, dont j'ai parlé, donc c'est-à-dire voilà, endettement public, situation externe, système financier. Et de l'autre, finalement, on a un axe. Alors l'axe le plus important qui ressort, c'est quelque chose qui mélange à la fois du développement économique, hein, par exemple le PIB par habitant, à la fois des notions de gouvernance, et à la fois, si vous descendez dans les pays, hein, un peu dans les pays émergents, un peu plus profonds, vous apercevez que quelque chose qui est très discriminant, mais dans la même logique, c'est la mortalité infantile. Finalement, c'est quelque chose qui témoigne de la qualité des infrastructures dans un pays, hein, qui résume assez bien ça. Et plus récemment, on a vu commencer à avoir certains éléments de société qui commencent à ressortir un peu significatifs, moins, mais un petit peu. Et de la même façon, des choses sur les émissions carbone qui commencent à avoir une petite influence. Donc voilà un petit peu, et on a dessiné nos limites autour de ça en disant, ben voilà, on a une logique, voilà, si d'un côté ça se dégrade, eh ben on en met moins, si ça se dégrade des deux côtés, on en met encore moins, de manière à tracer un peu une frontière par rapport à ça et à dire, on veut encourager les gérants d'actifs qui vont gérer nos placements à suivre une approche vertueuse et à pas tout cautionner. En tout cas, s'ils s'engagent dans des pays qui sont pas terribles au niveau macroéconomique ou ESG, dans ces cas-là, ils pourront en mettre beaucoup moins. On leur donne beaucoup plus de place sur des pays plus vertueux. Et donc, c'est vraiment cette logique-là de dire, à la fois, on va s'efforcer d'analyser est-ce que les facteurs ont un impact, et après, il faut traduire ça dans un cadre qui est intelligible et facilement applicable parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, il faut pouvoir le transposer chez des gens qui ne sont pas chez vous, puisque c'est des gérants externes, qui vont avoir leur propre système, leurs propres outils, etc. Donc, il faut toujours que ça puisse être applicable dans les faits. Donc, voilà, donc c'est un peu voilà, dans les grandes lignes les choses que l'on fait. Et donc, on a plein de projets autour de ça. Et effectivement, c'est assez enthousiasmant de mélanger à la fois ces facteurs macroéconomiques, ESG et la data science, sachant que si on fait qu'une seule approche, à mon sens, on perd vraiment quelque chose, que les interactions sont très fortes entre les deux domaines, le domaine plutôt fondamental et plutôt le domaine extra-financier. Je vous rends la parole après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florent, pour cet éclairage très concret et très captivant. Du coup, on va poursuivre avec du coup un aperçu de l'état de l'art de la recherche. Alexis, tu m'entends toujours? Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est moi qui vais passer tes diapos et je te laisse bien sûr prendre la parole. Excellent. Merci Gwendal. Et merci à Florent pour ce tour d'horizon. Donc en fait, Florent a décrit un petit peu la perspective chez Garance, des enjeux vraiment d'innovation qu'il peut y avoir autour de la problématique de comment est-ce que ces informations et données ESG peuvent être intégrées finalement in fine dans les décisions.
là, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus en amont, qui est vraiment dans la problématique plus fournisseur, on va dire, qui est comment est-ce qu'on peut renseigner au mieux les différents utilisateurs de ces informations ESG en s'appuyant et en essayant de tirer le meilleur bénéfice de l'ensemble de données toujours plus foisonnants qui existent et puis de toute la jungle foisonnante aussi d'algorithmes auxquels on peut avoir accès via l'intelligence artificielle. Donc ici, en fait, on ne va pas du tout parler de qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que c'est en magasin, on va dire, mais plutôt de comment est-ce qu'on crée ça et puis dans une vision un peu prospective aussi, dans quelle direction ça va et puis quels sont les domaines qu'on identifie comme prometteurs. Donc ça ne se prétend pas exhaustif, je vais plutôt essayer de donner quelques exemples sur lesquels on a un peu travaillé. Et donc voilà, donc pour commencer, en fait, cette slide qui reprend un peu ce que Gwendal disait en introduction. Donc quand on parle d'ESG, on parle de choses extrêmement diverses. Et puis donc Florent le soulignait aussi. Donc ici, on a les 17 objectifs de l'ONU en termes de développement durable. Donc en fait, je vais pas les détailler, bien sûr, mais c'est simplement pour souligner que dans chacune de ces 17 carrés-là, il y a des expertises, des problématiques extrêmement différentes et donc des données aussi très différentes. Donc sur la diapo suivante, c'est un petit peu le même message. Là, cette fois-ci, ce n'est pas les 17 objectifs de l'ONU, c'est les 26 catégories ESG issues d'un organisme qui s'appelle le SASB. Donc, sur ces enjeux ESG, il y a de plus en plus de normes qui se mettent en place, du point de vue comptable notamment. Et puis, le SASB a proposé cette classification-là, donc qui permet de découper un peu l'univers ESB sur des thématiques similaires. Et donc, on voit que, voilà, là encore, dans ces 26 thématiques, on a des choses extrêmement différentes en termes d'expertise et donc de données. Sur la diapo suivante, en fait, là, c'est un petit peu ce qui est encadré en jaune, ça correspondrait, excusez-moi, au recoupement qu'on peut faire entre ces classifications SASB et puis une autre norme qui est en forte émergence en ce moment, qui s'appelle le TCFD, donc Task Force on Climate Related Disclosures. Donc c'est vraiment là spécifiquement finalement les sujets qui concernent le problème du changement climatique. Et donc Florent en a parlé, c'est une des deux missions principales qui lui a été confiée, donc les aspects carbone. Et je pense que chez de nombreux acteurs aujourd'hui, en fait, dans le panorama ESG, c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit émerger de plus en plus fortement. Et puis le TCFD, donc l'émergence de cette norme, c'est quelque chose qui accompagne un peu ça. Donc là, c'est pour dire que rien qu'avec cette norme et ce sujet TCFD, qui est déjà très large, on ne touche que 3 des 26 là. Donc ce que je vais montrer maintenant, c'est finalement des choses qui zooment un petit peu sur ce sous-ensemble-là, mais qui reste un ensemble très vaste. Donc sur la diapositive suivante, j'ai essayé finalement de répertorier de façon non exhaustive et d'illustrer un peu les différentes données auxquelles on peut penser en se posant la question de façon très très large. Voilà, les sujets sont ceux-là. La problématique est de ramener de l'information pertinente pour la décision financière sur ces sujets liés au changement climatique, donc qui typiquement se regroupent, on va dire, en deux grandes catégories. D'un côté, tout ce qui touche à la mitigation du changement climatique, donc vraiment ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de CO2, donc les aspects vraiment carbone. Et d'un autre côté, les aspects plutôt risques physiques, c'est-à-dire comment est-ce que le changement climatique lui-même va pouvoir, à travers ce qu'il implique au niveau environnemental, potentiellement impacter les activités des différentes entreprises. Donc, qu'on parle d'une chose ou de l'autre, en fait, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme données? Alors, il y a une chose qui tombe sous le sens, dont on a déjà parlé, c'est vraiment les disclosures elles-mêmes. Là, c'est ce qu'on voit au milieu, en haut à gauche. Donc, voilà, les entreprises qui, de plus en plus, sont incitées
à fournir cette information à travers leur rapport annuel notamment, donc sur ces enjeux-là. Voilà, donc là, beaucoup d'informations finalement qu'on retrouve sous forme textuelle dans ces rapports. J'insiste sur textuel parce que, notamment en ce qui concerne le TCFD, finalement, cette norme, bon, qui est une norme pas encore contraignante, mais qui pourrait le devenir dans le futur, aujourd'hui, elle implique surtout de divulguer de l'information justement sous forme textuelle. C'est encore assez qualitatif. Et donc, du coup, là, on est vraiment face à un problème très, très concret qui est comment est-ce que donc on analyse ces rapports. Bon, typiquement, historiquement, c'est un travail vraiment d'analyste. Donc, c'est des rapports qui sont destinés à être lus par des gens de façon à en sortir des recommandations. Voilà, il y a aussi des rapports donc déclaratifs des entreprises, mais il y a aussi ce que peuvent faire différents observateurs. Donc là, j'ai mis en exemple un rapport de Greenpeace. Il y a d'autres organismes, bien sûr, non gouvernementaux notamment, qui font un travail sérieux d'investigation sur différentes activités. Et donc là-dedans, on peut trouver des informations qui typiquement permettent de recouper ou éventuellement de contredire ce qu'on peut retrouver dans le déclaratif. Donc ça, c'est de l'information qui existe aussi. On peut avoir une idée de ce que font les entreprises aussi sur ces sujets à travers leur politique d'innovation. Puis donc là, il y a toute la bibliographie qui existe, notamment dans les bases de données de dépôt de brevets. Et puis, il y a ce qui peut se dire tout simplement dans les médias et dans les médias sociaux notamment. Donc là encore, beaucoup de données textuelles qui peuvent être analysées pour essayer de dégager des choses pertinentes. En bas, je montre finalement ce qu'on peut aussi attendre de la part de l'observation de satellites. Donc là, voilà, un domaine, un ensemble de données complètement différent. Là, on parle vraiment d'imagerie. Et de quel type d'imagerie parle-t-on? Eh bien, je vais vous en dire un petit peu plus un peu plus tard. Mais typiquement, qu'on parle de risques physiques, donc sur des événements extrêmes, là, en bas à droite, on voit des ouragans dans l'Atlantique, et puis au milieu, des choses qui ont plus trait finalement aux émissions. Donc, il y a des espoirs sur la possibilité de faire un suivi et une estimation de facto des émissions de différentes entreprises par le biais des satellites. Voilà, sur la diapositive suivante. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, donc on voit qu'il y a beaucoup de données. On pourrait dire, on a des armées d'analystes qui vont systématiquement aller éplucher tout ça pour fournir des recommandations. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qui est fait, qui a été fait par les acteurs historiques de l'ESG. Aujourd'hui, donc, à l'époque de l'IA, de plus en plus, la question, c'est, on a beaucoup de données, des données de plus en plus compliquées, on va dire, parce que non structurées, parce que hétérogènes, avec des problématiques aussi, comme le disait Florent, de données manquantes. Et puis, de l'autre côté, l'intelligence artificielle qui offre des promesses et puis dont on voit que elle est de plus en plus à même d'automatiser, finalement, en partie, l'analyse et la synthèse de ces données. Donc voilà, c'est un peu le schéma qui est sur cette diapositive. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire ça, de pouvoir automatiser cette analyse et de sortir, in fine, des choses qui sont beaucoup plus pertinentes et directement exploitables dans les décisions que prennent les acteurs financiers. Donc ça se traduit sous forme de score, et comme le disait Florence, ça se traduit aussi sous forme d'explication, parce que un des prérequis souvent, c'est qu'on puisse cette donnée aussi la tracer, cette information la tracer et l'expliquer aux différentes entités régulatrices et dans la bonne gouvernance financière. Donc voilà, donc ces enjeux-là qui sont présents aussi. Alors, comment est-ce que ça peut se traduire? Là, je vais passer sur cette diapositive pour essayer d'économiser du temps. Mais comment est-ce que ça peut se traduire? Donc, cette utilisation de l'intelligence artificielle à ces fins-là. Et donc là, je vais faire un petit coup de projecteur sur différentes choses. Ici, ce que je voulais évoquer, c'est
quelque chose qui me semble assez illustrer assez bien les tendances actuelles. Et donc ça, on le voit à travers ce qu'on peut attendre des algorithmes dans le domaine du NLP, donc Natural Language Processing, traitement automatisé du langage. Des algorithmes donc qui, dans les dernières décennies et même dans les dernières années, ont été développés et montrent des niveaux de performance de plus en plus intéressants sur leur capacité à exploiter du texte compliqué, on va dire. Donc, ça peut être le cas d'un rapport annuel. Ici, on a le rapport 10K. Donc, le 10K, c'est le petit nom du rapport annuel dans les normes américaines. Voilà, donc là, le rapport 10K de Coca-Cola. Est-ce qu'on peut espérer qu'un algorithme serait capable d'aller isoler des choses pertinentes dans ce rapport par rapport à des enjeux ESG déterminés? Alors, voilà, c'est un sujet de recherche. On y travaille, différents groupes y travaillent. Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est vraiment là un peu l'état de l'art du NLP. Et de plus en plus aujourd'hui, on voit des algorithmes très volumineux, on va dire, en termes de nombre de paramètres, d'architecture, etc. Donc, c'est le cas de celui qu'on a sous les yeux ici, qui a le petit nom de BERT, qui est un algorithme neuronal, donc qui, en fait, a été développé par les labos de Google et qui est mis à disposition publiquement avec donc un très grand nombre de paramètres, on va dire, sous le capot de cet algorithme qui sont fixés, mais les paramètres de la dernière couche qui peuvent être adaptés en fait pour que finalement BERT soit rendu un petit peu ad hoc pour une tâche un peu plus spécifique, sachant que l'algorithme au départ a été entraîné sur du texte générique, Wikipédia. Et puis donc, voilà, ce qu'on voit actuellement, c'est beaucoup de groupes ici et là qui viennent se baser sur BERT et puis justement paramétrer, tuner les paramètres de la dernière couche pour le faire fonctionner dans des contextes différents. On a déjà une version finance de BERT, donc FinBERT, qui est sortie il y a quelques mois. Et puis, donc, pour faire ce fine-tuning sur des textes justement financiers, donc entre autres les 10K justement. Et puis donc on peut tout à fait dans cette logique-là imaginer qu'on viendrait aussi fine-tuner cet algorithme-là sur des enjeux ESG. Voilà, donc ça c'est un exemple, je pense qui est assez bien illustratif, hein, parce que vraiment très souvent ces très gros algorithmes très performants, c'est vraiment les gros acteurs qui sont capables au départ de les entraîner, hein, parce qu'on parle de milliers, millions de paramètres à entraîner sur des milliards de mots. Donc, ça requiert évidemment des infrastructures que tout le monde n'a pas. Par contre, donc, on a un peu sur étagère ces modules qu'on peut aller chercher et fine-tuner. Donc, sur la diapositive suivante, un autre exemple d'algorithme comme ça qui peut être fine-tuné. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus simple. Vader, qui est un algorithme... on n'est pas dans un réseau de neurones aussi, donc quelque chose de beaucoup plus heuristique, mais qui est un algorithme classique pour faire de l'analyse de sentiments sur des tweets. Et donc là encore, c'est quelque chose qui est de plus en plus communément analysé pour essayer de capter un petit peu le sentiment, le mood, qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux par rapport à telle ou telle question, entreprise ou enjeu. Voilà, et donc là, à nouveau, on est sur quelque chose qui est... qui peut être adapté, paramétré pour le faire fonctionner sur des questions liées à celles qui nous intéressent ici. Voilà, donc sur la diapositive suivante, je vais simplement parler brièvement, sans entrer trop dans le détail, de ce qu'on pourrait espérer des données satellites. Je dis ce qu'on pourrait espérer, parce que là, c'est vraiment très prospectif. C'est des choses qui ne sont pas encore... qui n'existent pas encore, et donc on pense qu'elles pourraient exister dans un futur proche. L'idée, c'est qu'effectivement, donc, il y a déjà beaucoup de satellites qui observent beaucoup de choses sur ce qui se passe à la surface de la Terre.
Comment ça se passe? Bon, les satellites mesurent toujours une radiance, hein, donc selon le domaine de radiation dans lequel ils observent des choses différentes. Donc, moyennant le bon instrument d'observation, on peut récolter de l'information via satellite sur la concentration atmosphérique en CO2. Alors ça fait, sur la diapositive suivante, ça fait déjà plusieurs décennies que ça existe, hein, qu'il y a des satellites qui font ça. Là, la nouveauté, c'est que donc la résolution augmente, les instruments sont de plus en plus précis, et donc on est capable, depuis assez peu de temps, d'avoir une résolution kilométrique, quelques années, sur ces observations de concentration de CO2. Malheureusement, avec une couverture qui est extrêmement faible. Mais par contre, cette couverture-là, on s'attend à ce qu'elle augmente significativement et qu'on puisse bientôt avoir une couverture assez serrée avec une résolution kilométrique encore, avec une mission satellite qui s'appelle CarbonSat. Il n'est pas encore opérationnel, mais qui pourrait le devenir. Donc, sur la diapo suivante, CarbonSat nous donne ce qu'on voit à gauche, un enregistrement satellite à une résolution élevée, donc là, avec un zoom sur la ville de Berlin, donc simplement pour donner un ordre de visualisation un peu de l'échelle de laquelle on parle. Et là, ce qu'on voit à gauche, c'est de la concentration de CO2, donc on voit une espèce de plume de CO2 qui est effectivement transportée par l'atmosphère. Et donc, on peut espérer que moyennant là, en fait, une modélisation inverse, on peut revenir finalement au terme d'émissions. Et donc là, une fois qu'on a ça, ça permettrait d'avoir possiblement des algorithmes qui, couplés avec ces observations satellites, sont capables de faire de la vérification, vraiment de facto, de ce qui est émis sur une maille suffisamment fine pour pouvoir possiblement l'attribuer à tel projet, tel émetteur. Voilà. Donc on parle vraiment de flicage de CO2, on va dire. Et donc le couplage de ces données satellites avec l'IA pourrait permettre de justement avoir une surveillance globale du CO2. On n'en est pas encore là, mais c'est un sujet de recherche qui est prometteur. Voilà, dans le domaine satellite, on peut aussi faire des choses qui ont plus trait au risque physique. Et donc là, par exemple, c'est une illustration qui est issue d'un travail de Munich Re, très gros réassureur en pointe sur ces sujets de risque climatique, où l'on voit que finalement, à partir d'observations diverses, je ne vais pas tout détailler, mais notamment ce qu'on observe en termes d'activité électromagnétique de l'atmosphère, donc là vraiment les flashs, les éclairs, qui sont très bien enregistrés par satellite, on peut réussir, en croisant ça avec d'autres choses, à avoir finalement une estimation assez bonne du risque de grêle. Alors, le risque de grêle, c'est quand même un des risques couverts par les assureurs clairement non négligeables, hein, ça fait des dégâts la grêle. Et donc, à partir de ces données-là, on peut faire des cartographies assez fines du risque de grêle observé, tel qu'il se manifeste dans le climat présent, mais aussi en venant combiner ça ensuite avec des données de simulation climatique sur le futur, avoir une idée de comment ces cartographies de risque de grêle vont évoluer. Et là, à nouveau, à des échelles d'espace qui commencent à devenir très intéressantes pour vraiment descendre au niveau des assurés, qui soient donc des particuliers ou des entreprises. Voilà. Diapositive suivante. En fait, là, je pense que si tu recliques un coup, Gwendal, ça va se mettre à bouger. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer, je pense que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui bouge à un moment d'une présentation. C'est simplement pour illustrer de quelles données on parle. Voilà, donc ça, ce sont des données non pas observées, mais simulées par des modèles de l'atmosphère, de ce qu'on peut récupérer comme information. Alors d'ailleurs, là, à droite, on voit un ouragan. En haut à droite, un typhon là, qui vient dans le Pacifique, qui vient de heurter je pense qu'à un moment donné, on va en voir un autre. Non, c'est tout. Et donc, on est capable de simuler ce genre de phénomène, les ouragans. Et donc, ces données-là, diapositive suivante, c'est intéressant parce que, à nouveau, via l'intelligence artificielle, puis là, on parle bien sûr plus du tout de NLP, on parle plutôt de choses qui sont
dans le monde des réseaux convolutionnels, donc la vision par ordinateur, exploiter ces informations-là pour venir récupérer de l'information pertinente qui permet à nouveau là, de cartographier, dans ce cas-là, non pas le risque de grêle, mais le risque associé à ces phénomènes-là, donc des ouragans, ou encore des tempêtes d'hiver, si on parle de nos latitudes, qui sont aussi des phénomènes qui impactent très fortement sur l'assurance et la réassurance. Et puis donc, on peut espérer, via l'utilisation de l'IA appliquée à ces données-là, obtenir des cartographies plus fines du risque. Et puis, il y a déjà certains des acteurs qui ont été brièvement mentionnés en introduction par Gwendal, qui sont positionnés sur ce créneau-là. Voilà, diapositive suivante. Donc, en conclusion, beaucoup de données, très diverses, très hétérogènes, et en même temps, à mettre en face de ça des algorithmes aussi qui se développent, qui s'améliorent, qui sortent des gros labos, qu'on peut aller chercher pour les adapter à des problématiques plus fines. Donc, c'est un peu de la mise au point. Et donc, une activité de R&D qui peut se développer à la lisière de tout ça, dont la particularité, comme le signalait aussi Florence, c'est d'être vraiment quelque chose de très, très interdisciplinaire. Et donc, c'est à la fois une particularité, puis aussi un enjeu, qui est vraiment d'être capable de réunir autour de la table pour ce type de R&D vraiment des expertises assez diverses. Donc là, on parle de choses, expertise en observation satellite, en modélisation et compréhension du climat et de la météo, ainsi qu'en intelligence artificielle et bien sûr, et bien entendu aussi en finance. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci Alexis. Ça n'a pas été trop long. On a dépassé un tout petit peu, mais ça va. Je vois qu'on a déjà 3 questions. Et du coup, sans plus attendre, on va passer à la partie panel pour justement répondre à ces questions. Donc normalement, si je fais ça, on nous voit en mode mosaïque. C'est parfait. Première question peut-être pour toi, Florent. Quelle différence tu fais entre ISR et ESG? Question d'Antoine. Ouais, donc, l'ESG, c'est vraiment les facteurs environnement, social et gouvernance. C'est déclinable soit au niveau de l'entreprise, par exemple, soit au niveau des placements. Quand c'est au niveau de l'entreprise, on parle de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Quand c'est au niveau des placements, on parle d'ISR, donc investissement socialement responsable. Donc, c'est vraiment la prise en compte de ces facteurs dans une activité d'investissement. Okay. Très clair. Merci. Question de Catherine, je propose que Alexis, tu y répondes. Savez-vous si des consortia se créent autour de l'exploitation de données satellites? L'idée serait de mutualiser les moyens pour traiter des données géographiques, climatiques et les mettre à disposition des ONG qui pourraient ainsi y accéder à moindre coût. Oui, donc tout à fait, en fait, il y a beaucoup d'initiatives en cours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces données sont vraiment publiques. Alors, c'est le cas notamment de certaines de ces données satellites. Et puis là, je peux vraiment citer quelque chose qui est vraiment très, très bien, qui se fait au niveau européen, qui s'appelle Copernicus. Donc, vous pouvez aller voir ce qui se fait de ce côté-là. Copernicus, c'est vraiment une plateforme qui vise vraiment à ça, à fournir ces données de façon aussi exploitable que possible par les utilisateurs de tout horizon différents, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'ONG, en limitant au maximum donc la technicité qu'il peut y avoir dans la manipulation de ces données-là. Donc je pense que ça, c'est vraiment une tendance aussi qu'on voit actuellement vers de plus en plus d'accessibilité à ces informations-là. Cela dit, ça reste quand même de l'information très technique, là, donc il y aura quand même un seuil un peu incompressible de technicité sur ça. Mais vraiment, je pense qu'on va aller vers ce seuil là dans les prochaines années. Donc oui, beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau des États, au niveau de l'Europe, et puis aussi de façon plus ad hoc sur des problématiques précises, au niveau de consortium un petit peu ad hoc. Et on avait une dernière question sur laquelle je vais répondre. On sait que donc question de Geoffrey.
On sait que les algos d'IA consomment beaucoup d'énergie. Est-ce que la performance énergétique des algos pour mesurer les performances ESG est pris en compte dans les facteurs ESG? Alors, la réponse est non à ma connaissance. Cependant, c'est une discipline qu'on voit émerger qui s'appelle Green AI sur la partie IA. Plus globalement, Green IT, Green Ops, c'est des sujets du coup sur globalement les opérations, le cloud ou même l'informatique. On voit que de développer des algos de manière frugale, de les entraîner sur peut-être moins de données, de faire du transfer learning, etc. C'est aussi des domaines où la R&D apporte déjà des réponses. Et je vous invite à visionner, si vous le voulez, le webinar, enfin le replay du webinar donné par notre CTO Laurent Loderzic, qui parlait de justement comment développer de manière responsable le ML, le machine learning, et une des 6 briques. Vous allez retrouver dedans des sujets d'inclusion, de transparence, de gouvernance, de privacy, etc. Et une des briques, c'est justement le Green AI. Donc, il y a déjà des choses qui existent là-dedans. Ouais. Juste peut-être, Gwendal, un tout petit complément à ce que tu viens de dire, qui illustre, en fait, pour illustrer justement ce que tu viens de dire, je pense que justement à travers ce que j'ai montré, dans le NLP notamment, vraiment, il y a cette tendance forte qui est que les très gros algorithmes ne sont plus réentraînés à tort et à travers, dans la mesure où on évolue de plus en plus vers un paysage où ça se fait une bonne fois pour toutes, on va dire, dans les très gros labos, qui ont les moyens de le faire. Et puis c'est ce qu'on voit à travers BERT. Ce qui est ensuite fine-tuné, c'est 0,1% de l'ensemble du jeu de paramètres. Donc c'est aussi ça qu'on retrouve au niveau du coût de calcul. Et donc, je pense que c'est une évolution qui est aussi très intéressante pour ça, avec une IA, on va dire, un peu mutualisée et des algorithmes génériques qui peuvent être ensuite fine-tunés par les utilisateurs. Et donc, bien sûr, tout ça avec des gains très forts sur les coûts de calcul. Merci Alexis. Et Marie vient de nous partager du coup en live le lien du coup vers le replay YouTube. Une dernière question qui est celle de Jamila concernant les algorithmes et est-ce qu'ils sont disponibles à tous ou restreints aux entreprises ou autres qui les développent? Ça, je pense que c'est une question plus générique qui ne touche pas forcément à l'IA, ou à l'ESG, pardon. Là, ça a trait un peu à la politique. Il y en a certains à la politique de ceux qui les ont développés, il y en a certains qui vont les mettre en open source. Et dans l'open source, il y a aussi différentes couleurs. Est-ce que c'est totalement libre ou est-ce que je dois redistribuer une fois que j'ai fait des modifications? Et puis après, on est dans le domaine privé où même parfois, on va jusqu'à certains brevets pour aller protéger une propriété industrielle qui est aussi légitimée s'il y a eu des investissements auparavant. Pour finir, je voulais juste faire un petit coup de projecteur sur nos copains d'AI for Tomorrow. C'est un collectif de plusieurs étudiants qui ont réussi à mobiliser déjà des noms assez connus, notamment Cédric Villani qui est leur parrain. Leur objectif, c'est à travers 3 grands défis sur 4-5 mois, de faire travailler notamment des étudiants avec du mentorat d'ONG, de labos de recherche, d'entreprises comme Actionable, sur des grands sujets de société qui nous concernent. Donc nous, Actionable, on fait partie du chantier autour de la lutte contre le réchauffement climatique, avec une des directrices de l'ONU Environnement. Il y a également le MILA, qui est l'un des plus gros... il y a une chercheuse du MILA. Le MILA, c'est un des plus gros labos qui est basé à Montréal, avec à peu près 500 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder sur leur site web, ils font des choses vraiment sympas, n'hésitez pas à les soutenir. Et puis pour celles et ceux qui étaient intéressés par tout ce qu'on s'est dit, un rapide agenda sur un rapide présentation des prochains événements d'Actionable sur la finance durable. On sera présent au Grand Forum de l'assurance qui est organisé par l'Argus le 9 juillet et Alexis fera un zoom sur les sujets climat pour le secteur de l'assurance. Le mois d'août est bien sûr beaucoup plus calme en salon. À la reprise, il y aura AI Paris, alors qui n'est pas forcément spécifique à la finance durable, mais on aura des prises de parole là-dessus. Ensuite, il y a le salon organisé par l'AGFI, au cours duquel on aura aussi une prise de parole spécifiquement sur l'ESG et l'Impact Investing. Donc, c'est une journée dédiée à ce sujet-là. Et le 13 octobre, l'AM Tech Day, AM pour Asset Manager.
Donc, de nouveau, un grand merci à toi Florent, à toi Alexis, merci à Impact AI aussi d'avoir permis que ces 2 semaines qui s'achèvent demain aient lieu. La vidéo du coup de tout ce qu'on vient de se dire sera disponible très bientôt en replay. Donc encore merci, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, merci. Merci. Merci Gwendal. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.